6 juin 1944. Une date qui est devenue à jamais gravée dans les esprits du monde occidental. Comme le jour, la liberté a commencé la longue marche vers la défaite de la tyrannie. Entre 1939 et 1941, les forces de l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler ont tracé un chemin de destruction, d'oppression et de meurtre à travers la carte de l'Europe et au-delà. Et il semblait que l'ambition d'Hitler ne pourrait jamais être satisfaite. Le monde était son objectif, la mort son outil. Seule une Royaume-Uni sévèrement battue et désespérément résistante a réussi à endiguer la blessure assez longtemps pour garantir que toute l'Europe ne serait pas drapée de la croix gammée. Et pourtant, en seulement 3 ans, la Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis et de nombreuses autres nations alliées se sont amalgamées en une seule force et, en un seul mouvement rapide, ont porté un coup de poignard au rêve de suprématie européenne totale d'Hitler. Ce coup de poignard a été porté sur les plages de Normandie en juin 1944, puis transformé en une blessure mortelle qui ne se refermerait jamais. C'est l'histoire de l'opération Overlord, l'histoire du jour J. Bienvenue dans les guerres du monde. Le 7 décembre 1941, l'allié de l'Allemagne, le Japon, a attaqué les États-Unis dans le Pacifique. En soutien à cet allié asiatique et en défi à ses généraux, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis le 11 décembre de cette année-là. La vaste base industrielle et agricole des États-Unis, sans parler de l'immense main-d'œuvre qui pouvait maintenant être opposée à Hitler, a donné aux puissances alliées un nouvel éventail de possibilités pour vaincre la tyrannie nazie en Europe. La seule question était comment. Staline à Moscou et de nombreux dirigeants militaires américains ont poussé pour qu'un second front soit ouvert le plus tôt possible, probablement l'été 1942. Mais Churchill et Roosevelt étaient beaucoup plus prudents. Les forces du Commonwealth britannique étaient toujours engagées dans un combat acharné avec les forces allemandes et italiennes en Afrique du Nord, une campagne qui pourrait devoir être abandonnée ou réduite pour soutenir une invasion directe de l'Europe occidentale. Il y avait aussi la préoccupation qu'un travail de préparation minimale aurait été effectué en amont d'une telle invasion, comme la mise en place de la chaîne d'approvisionnement, la collecte de renseignements sur les défenses allemandes, la formation d'une force d'invasion pour la tâche à accomplir, l'affaiblissement des défenses allemandes dans la préparation de l'invasion, et la perturbation de la grande machine de guerre allemande par une campagne aérienne soutenue. Ainsi, à la grande déception de Staline, on lui a annoncé que l'invasion de l'Europe occidentale serait reportée jusqu'en 1943. Toutefois, Churchill avait une promesse à honorer. Selon un accord conclu avec Staline, des troupes devaient débarquer en Europe en 1942. Et donc Churchill a autorisé un raid à grande échelle sur la ville française de Dieppe, qui devait avoir lieu en août 1942, bien que n'étant nulle part près de l'échelle d'une invasion à part entière. Le raid visait à rappeler aux Allemands que le front occidental n'avait pas pris fin et espérait attirer les troupes allemandes loin du front soviétique, où à cette époque, ils avançaient toujours vers Moscou. Conduite principalement par des troupes canadiennes, l'opération s'est avérée être un désastre. Baptisée Opération Jubilé. La force de 10 500 hommes a été débarquée avec pour instruction de capturer le port voisin, de démolir les défenses allemandes et d'acquérir autant de renseignements que possible sur les opérations allemandes avant de se retirer. Pourtant, malgré le débarquement de chars et le soutien aérien et naval massif, en seulement 6 heures après le début de l'opération, les survivants étaient en pleine retraite. Près de 1500 soldats alliés ont été tués et beaucoup d'autres capturés. Les forces aériennes alliées ont souffert aux mains d'une force aérienne allemande compétente, tandis que la marine royale a perdu un destroyer soutenant les débarquements et un certain nombre de navires de débarquement. Pour ceux qui avaient l'attitude gung-ho de « allons-y simplement », c'était une leçon sobre et profondément douloureuse de ce que pourrait coûter l'assaut de la forteresse Europe depuis la mer,
si tout allait mal. Cependant, rejeter l'idée d'une invasion de l'Europe était, bien sûr, totalement impensable. Pendant ce temps, en Afrique du Nord, les forces du Commonwealth britannique, sous le commandement du charismatique maréchal Bernard Montgomery, avaient réussi à stopper les forces du maréchal allemand Rommel à El Alamein. Et avec l'arrivée des forces américaines en Tunisie dans le cadre de l'opération Torch, les Allemands et les Italiens étaient lentement écrasés de tous les côtés. Une attaque directe contre la France étant jugée impraticable jusqu'en 1944, l'attention s'est plutôt tournée vers l'invasion de l'Italie et se dirigeant vers le nord en direction de l'Allemagne nazie, par ce que Churchill a décrit comme le ventre mou de l'Europe. Ayant expulsé Rommel d'Afrique le 9 juin 1943, les forces alliées ont envahi la Sicile, puis l'Italie proprement dite en septembre, moment auquel de nombreux Italiens cherchaient à renverser le dictateur fasciste Benito Mussolini et à rejoindre le camp des Alliés. Cela a initialement accéléré l'avancée alliée à travers le sud de l'Italie, mais elle s'est de nouveau enlisée grâce aux troupes allemandes et italiennes pro-fascistes bien retranchées. Avec les ressources allemandes désormais engagées sur deux fronts intensifs et devant occuper leurs terres capturées avec des forces alliées désormais mieux préparées, l'attention a commencé à se tourner à nouveau vers la préparation d'une invasion de l'Europe occidentale. Deux questions ont été immédiatement posées dans les plus hautes sphères du pouvoir. Premièrement, qui devrait être au commandement général de l'opération? Et deuxièmement, où l'invasion devrait-elle être menée? En Royaume-Uni comme aux États-Unis, la guerre avait produit des leaders militaires qui étaient devenus des noms familiers et étaient à ce titre vénérés par leurs peuples respectifs. En Royaume-Uni, le favori pour mener l'assaut sur la forteresse Europe était bien sûr le maréchal Montgomery, tout juste sorti de son succès en Afrique du Nord et en Italie. Cependant, la majorité des troupes étant maintenant américaines, il semblait plus approprié qu'un Américain dirige la campagne. Et fin 1943, ce poste a été confié au général Dwight David Eisenhower. La sélection d'Eisenhower n'était pas sans controverse. D'autres généraux comme Montgomery et le bruyant général Patton des États-Unis avaient vu de nombreux combats pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'Eisenhower avait passé toute la guerre aux États-Unis. Bien qu'il ait supervisé les réussites des débarquements de la Torche et de l'Italie, son manque d'expérience au combat jetterait une ombre sombre sur nombre de ses décisions dans la préparation de juin 1944. Cependant, Eisenhower possédait une compétence cruciale pour la planification et l'exécution de l'opération bientôt nommée Overlord, que aucun autre général ne semblait posséder. Il était un maître pour amener les différentes nationalités et les personnalités de leurs dirigeants à s'unifier en une seule force. C'est grâce à Eisenhower que le jour J n'était pas trois opérations distinctes menées par les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, mais une force d'invasion globale déterminée à libérer l'Europe de la tyrannie d'Hitler. Quant à l'endroit où cette invasion aurait lieu, il était universellement convenu que l'endroit idéal pour envahir la forteresse Europe serait au pas de Calais, C'est là que la Manche était la plus étroite, permettant une traversée plus courte, réduisant le temps où la force d'invasion était la plus vulnérable. Cela leur donnait aussi une couverture aérienne optimale depuis les bases du sud-est anglais. Mais le problème, bien sûr, était que les Allemands le savaient aussi. En conséquence, ils avaient déployé certaines de leurs meilleures troupes, la 15e armée allemande sous le commandement du général von Samuth, qui disposait de certains des meilleurs équipements allemands et des fortifications les plus solides pour repousser une force d'invasion. Attaquer Calais même avec succès entraînerait un bain de sang, ralentissant toute avancée en Europe continentale jusqu'à ce que des renforts puissent être trouvés. En tant que chef d'état-major du commandant suprême allié, un rôle abrégé en cosaque, beaucoup moins long à prononcer, c'était au lieutenant général de l'armée britannique, Frederick E., de s'en occuper. Morgan de recommander une alternative. Lors d'une réunion avec les dirigeants alliés à Québec au Canada, en mai 1943, il a donné sa recommandation après avoir examiné sans relâche toutes les options disponibles en fonction de la disposition de l'ennemi et des unités et équipements qui seraient disponibles pour les Alliés pour l'invasion. Citation: « J'en suis venu à la conclusion qu'en raison des limitations de ressources imposées par mes directives, nous pouvons être assurés d'une chance raisonnable de succès le 1er mai 1944 si nous concentrons nos efforts sur un assaut à travers les plages normandes. » Il a donc été décidé.
Lorsque les Alliés étaient prêts et qu'une date était fixée, un jour qui deviendrait connu sous le nom de jour J, les forces alliées envahiraient la Normandie. L'extraordinaire succès de l'Allemagne en 1940, qui a conduit à la chute de l'Europe occidentale sous la botte allemande, était désormais une source de grande préoccupation pour Hitler, car en défense, cela lui présentait une énorme côte, s'étendant du nord de l'Espagne jusqu'en Scandinavie, d'où ses forces devaient désormais défendre contre une invasion alliée. Peut-être conscient du fait que ses propres forces avaient réussi contre la France en contournant simplement la ligne Maginot, apparemment impénétrable en 1940, il a esquissé une stratégie de construction de puissantes fortifications soutenues par des militaires et des avions autant que possible le long de cette côte pour empêcher les Alliés de franchir la forteresse Europe. Cela lui a également permis de garder autant de ses troupes qu'il le pouvait sur le front de l'Estonie et en Italie, où dans les deux CA, il était en retraite à la mi-1944, surnommé le mur de l'Atlantique. Les Allemands ont construit un grand nombre de bunkers en béton, le long de 4000 miles de côte, séparés par des obstacles naturels, des obstacles faits par l'homme et de nombreux champs de mines. Le raid de Dieppe et de nombreuses petites opérations menées par les commandos britanniques n'ont fait qu'accentuer les craintes d'Hitler qu'il était exposé à une invasion de l'Ouest et il a ordonné que le mur soit une priorité. Pourtant, comparé à d'autres fronts, les troupes basées sur le mur ont eu une période relativement calme entre 1940 et 1944. Cependant, même avec des troupes de pays occupées pour compléter leurs rangs, les Allemands n'avaient pas assez d'hommes pour défendre l'ensemble du mur de manière égale. En août 1943, un nouveau commandant est arrivé sur le mur de l'Atlantique, ce qui a donné aux Alliés une raison de s'inquiéter. Le maréchal de terrain Rommel le renard du désert lui-même est arrivé pour superviser la construction des défenses et formuler un plan d'action pour repousser une invasion alliée. Malgré le fait que son Afrika Korps ait été repoussé d'Afrique du Nord, il était toujours très respecté en tant que leader militaire compétent dans les cercles alliés. La construction du mur de l'Atlantique avait, avant l'arrivée de Rommel, été réduite à un effort apathique de la part des officiers allemands. Néanmoins, les subordonnés ont immédiatement ressenti l'influence du maréchal de terrain, se retrouvant avec des charges de travail nettement plus lourdes. Mais en plus de devoir faire face à la résistance en dessous de lui, Rommel devait également faire face à son impopularité croissante auprès du haut commandement allemand. Certains le voyaient comme un échec suite à la défaite en Afrique du Nord, tandis que d'autres le considéraient comme un rival pour l'influence avec Hitler, tandis que d'autres encore ne l'aimaient tout simplement pas. En exposant son plan pour repousser une invasion alliée, Rommel a demandé que les forces blindées allemandes, menées par l'infanterie, soient maintenues près du littoral pour répondre rapidement à tout débarquement allié. De telles forces blindées puissantes pourraient dévaster l'infanterie tentant de traverser la plage et empêcher l'établissement d'une tête de pont alliée d'où pourraient être déployées de nouvelles troupes et des chars. Cependant, Hitler et le commandant en chef allemand, le maréchal de camp Georg von Rundstedt, étaient tous deux opposés à la demande de Rommel. Ils ont plutôt adopté la politique de regrouper leurs forces blindées loin de la côte. Ainsi, une fois l'assaut principal des Alliés lancé, dont ils étaient toujours convaincus qu'il viendrait finalement de Calais, les panzers pourraient être lancés contre lui et repousser les Alliés à la mer. Néanmoins, Rommel est resté dévoué à son devoir de défendre le prix français de l'Allemagne du mieux qu'il pouvait. En plus de l'effort de construction de bunkers, il a également instigé une immense opération de minage dans et autour du littoral français et a souligné à ses subordonnés l'importance de leur travail. Moins de 2 mois avant le jour J, en avril 1944, il inspectait l'une des innombrables plages françaises qu'il avait pour mission de défendre lorsqu'il a exposé à son adjoint, le capitaine Helmut Lang, sa vision de la situation globale dans laquelle l'Allemagne se trouvait à l'époque. Citation: « La guerre sera gagnée ou perdue sur les plages. Nos nus n'auront qu'une seule chance d'arrêter l'ennemi, et ce sera lorsqu'il sera dans l'eau. Croyez-moi, Lang, les premières 24 heures de l'invasion seront décisives pour les Alliés, comme pour l'Allemagne. Ce sera le jour le plus long. » Pendant que Rommel inspectait ses défenses, les commandants alliés ont décidé de tester leur équipement et leur préparation pour une grande invasion par la mer et ont lancé l'opération Tigre.
23 000 soldats américains ont été rassemblés avec leur équipement avant d'embarquer sur des navires de troupes dans les ports britanniques, qui ont ensuite fait le tour du sud de le Royaume-Uni pour lancer une fausse invasion des plages le long de la côte du Devonshire, qui avait été habillée pour ressembler aux fortifications du mur de l'Atlantique. Pour ajouter au réalisme, les plages ont été fortement bombardées par des navires de guerre américains et britanniques, à la fois pour comprendre comment leur équipement, comme les chars, fonctionnerait sur des plages criblées de cratères, et pour aider les troupes américaines à se sentir à l'aise en montant à bord de navires de débarquement en direction d'une plage où des obus réels passaient au-dessus de leur tête. Témoin lui-même, l'invasion de Devon a commencé le 27 avril et a été marquée par des problèmes dus à des problèmes de communication. Un groupe de navires de débarquement américains a atteint la plage de Slapton Sands alors que la Marine royale bombardait encore la zone, entraînant plusieurs victimes américaines. Une fois le bombardement arrêté, le reste de la force initiale a effectué 7 débarquements, une seconde invasion étant prévue pour le lendemain. Cependant, pendant la nuit du 27 au 28 avril, le reste de la force d'invasion fictive encore en mer naviguait à travers la baie de Lyme lorsqu'ils ont été repérés par un groupe de vedettes torpilleurs allemandes en maraude. Boats. Les navires de guerre britanniques protégeant l'exercice avaient déjà détecté les E-boats, boats, et se déplaçaient pour intercepter, mais n'ont pas pu avertir les navires de troupes américains car ils n'avaient pas les fréquences radio américaines. Vers 130 heures, le 28 avril, les E-boats sont attaqués avec des torpilles et des canons de 40 mm. Dans le chaos et le carnage qui ont suivi, 749 Américains ont été tués, 2 navires de troupes ont été coulés et un 3e a été gravement endommagé. Tragiquement, beaucoup de ceux qui se sont noyés l'ont fait simplement parce qu'ils n'avaient pas reçu une formation adéquate à l'utilisation des gilets de sauvetage. Comme Dieppe, l'opération Tiger a été un rappel sobre que toute invasion de la forteresse Europe allait être difficile et coûteuse si elle n'était pas correctement préparée. Le fait qu'une telle catastrophe puisse se produire au large des côtes anglaises, sans que les bateaux allemands n'aient aucun soutien des artilleurs à terre ou des avions, ne faisait que souligner les dangers du transport de si grand nombre d'hommes par mer. En fait, Tiger a presque fait échouer complètement le jour J en 1944. C'est parce que plusieurs officiers qui sont maintenant répertoriés comme disparus dans les semaines suivant la tragédie avaient connaissance de la prochaine invasion de la Normandie et la crainte était qu'ils aient été récupérés par les bateaux et ensuite craqués sous l'interrogatoire allemand. Ces inquiétudes ont finalement été écartées. Le jour J se déroulerait comme prévu. Finalisation du plan d'invasion de la Normandie dépendait fortement de la détermination de ceux que les Allemands avaient placés autour des zones de débarquement. Crucialement, cela devait être fait d'une manière à ne pas alerter les Allemands de ce qui se passait. Ainsi, à partir d'avril 1944, la Royal Air Force et les forces aériennes de l'armée des États-Unis ont commencé un effort intensif de reconnaissance photographique visant à construire une image tactique complète de la situation en Normandie et dans les régions environnantes. Utilisant des avions de chasse à grande vitesse, tels que le Spitfire, le P-38 Lightning et le P-50, et un Mustang, les pilotes de reconnaissance, ont effectué des missions audacieuses à ultra basse altitude, au-dessus des positions allemandes le long de la côte européenne. La Normandie n'a reçu ni plus ni moins d'attention qu'ailleurs. Ainsi, elle n'a pas été signalée à l'intelligence allemande comme un point d'intérêt particulier. En volant à de tels niveaux bas, où les arbres et les lignes électriques étaient autant une menace que les artilleurs ennemis, les commandants alliés ont obtenu des images extrêmement détaillées des défenses allemandes. Les missions des pilotes de reconnaissance alliés étaient d'autant plus dangereuses que beaucoup de leurs avions ne disposaient pas d'armes pour se défendre, afin d'avoir plus de carburant et une plus grande vitesse une fois ce carburant épuisé. Plus de 3200 missions ont été effectuées en soutien direct de l'opération Overlord et en conjonction avec la résistance française, qui a mis en évidence des cibles d'intérêt pour les vols futurs. La résistance a également surveillé les mouvements allemands et a estimé le nombre de troupes déployées dans les zones de débarquement. Peut-être encore plus dangereuses étaient les opérations menées par des équipages de bateaux spécialisés qui avaient précédemment participé à l'assistance des raids commandos. Leur travail consistait à s'approcher discrètement de la côte française pour localiser les défenses allemandes fixes, conçues pour rompre les engins de débarquement, et également prendre des mesures de profondeur à l'approche des plages.
Cela donnerait aux commandants alliés un maximum d'informations sur les zones de débarquement, leur permettant d'affiner leurs plans. Un aspect intéressant et moins évident, mais finalement très important des efforts de renseignement alliés, impliquait un appel lancé par la British Broadcasting Corporation pour toute personne en Royaume-Uni qui avait pris des photos pendant ses vacances en France avant le déclenchement de la guerre. Un stupéfiant total de 10 millions d'images et de descriptions de la côte française ont été remis au bureau de la guerre. Mais tout aussi important que l'effort pour recueillir des renseignements sur les positions et les défenses ennemies, était le besoin de nourrir le propre réseau de renseignement de l'Allemagne avec de fausses informations. Le jour J fournirait l'impulsion pour probablement le programme de contre-espionnage le plus réussi de l'histoire. Baptisé à juste titre Opération Garde du Corps. Les officiers du renseignement allié ont concocté une série de plans élaborés destinés à tromper leurs homologues allemands concernant presque tous les aspects des débarquements du jour J. Cela empêcherait les Allemands de pouvoir maximiser leur posture défensive autour de la Normandie et retarderait l'arrivée des renforts, ce qui pourrait entraîner l'enlisement des débarquements sur les plages ou même leur échec total. L'un des plus grands atouts, bien que involontaire pour atteindre cet objectif, étaient les Allemands eux-mêmes. Bien qu'ils aient dominé militairement le continent européen depuis 1940, leurs agences de renseignement étaient plutôt déficientes par rapport aux efforts britanniques et américains. Alors que des dispositifs de codage tels que la célèbre machine Enigma permettaient initialement à l'Allemagne de communiquer avec leurs forces sans crainte d'interception, leur excès de confiance dans de tels dispositifs les a amenés à sous-estimer la capacité des Alliés à déchiffrer leurs communications, ce qu'ils ont bien sûr fini par faire, même en utilisant des ordinateurs primitifs pour le faire. En plus d'apprendre la disposition des forces allemandes le long du mur de l'Atlantique, le déchiffrage des codes allemands a permis aux Alliés d'entrevoir l'état d'esprit du haut commandement allemand concernant la défense de la France occupée. Cela leur a également permis d'évaluer l'efficacité de leurs efforts de désinformation, afin de mieux adapter les futurs, pour les rendre plus efficaces à faire croire aux Allemands que l'invasion de l'Europe venait de partout, sauf de Normandie, une situation facilitée par le fait qu'Hitler lui-même était convaincu que toute invasion traversant la Manche arriverait à Calais. Sous l'égide de Garde du Corps, l'opération Fortitude cherchait à alimenter la croyance d'Hitler en créant une fausse image des armées alliées, se rassemblant en Royaume-Uni et en Écosse, qui, selon les renseignements allemands, donnait l'impression que les Alliés avaient l'intention de débarquer à Calais et en Norvège. Planifiée par le colonel de l'armée britannique Nonel Sauvage, l'opération prévoyait la création de camions factices, de chars, d'avions et même d'unités, qui pouvaient être photographiés par des avions de reconnaissance allemands volant à haute altitude. Sur les photographies prises à une telle altitude, il serait impossible de distinguer le véritable équipement pour la Normandie de ceux factices pour l'opération Fortitude. En fait, certains équipements semblaient tellement réels que même les gens au sol les prenaient pour de véritables. L'opération Fortitude impliquait plus que la création de tanks répliques. Fortitude impliquait également de faux messages radio destinés à être interceptés par les Allemands, qui correspondaient à l'image fausse que les Alliés essayaient de construire avec leur armée factice. Un certain nombre d'agents secrets ont également été employés pour distiller des informations aux Allemands, mais peut-être la méthode la plus directe employée a été la décision que pour chaque 2 stations radars attaquées par les forces aériennes alliées autour de la Normandie, en préparation du jour J, 2 autres dans les zones environnantes, devraient être attaquées, même si elles auraient peu d'impact sur les véritables débarquements. Cela ne ferait que davantage brouiller l'image allemande et aiderait à les convaincre que la Normandie était une opération leurre pour Calais. Au moment du jour J lui-même, le renseignement allemand était toujours convaincu qu'autant que 10 divisions attendaient pour prendre d'assaut Calais, même lorsque le nombre d'alliés en Normandie atteignait les centaines de milliers, mais le travail de Fortitude ne s'est pas arrêté le jour J. Au contraire, il a continué ses efforts pour tromper les Allemands en leur faisant croire que la Normandie était un leurre, ne serait-ce que pour retarder le plus longtemps possible le redéploiement des forces allemandes. Dans le cadre de l'opération Garde du Corps, des campagnes de tromperie similaires ont été entreprises, faisant croire que l'invasion était en réalité destinée à des régions plus méridionales de la France aux Balkans, voire à la Royaume de Suède neutre. Le succès final du jour J peut en grande partie être attribué à cette opération de tromperie élaborée et très efficace.
La planification de l'invasion du jour J n'a jamais cessé, car le tableau du renseignement changeait constamment. Mais dans l'ensemble, les objectifs sont restés les mêmes. Un élément aéroporté aurait pour mission première de capturer des points stratégiques, comme des ponts et pour détruire des positions d'artillerie, qui menaceraient les plages. La force principale attaquerait ensuite 5 plages, chacune avec leur propre mot de code. Les plages américaines étaient Omaha et Utah. Les plages britanniques étaient Tepe et Or. La seule plage canadienne était Juneau. Cependant, cela ne signifie pas que ces plages ont été assaillies exclusivement par leur nation désignée. Loin de là, il y avait un certain nombre de personnels spécialisés prêts et en attente d'être transférés d'une plage nationale à une autre si besoin était. De plus, sur terre, dans les airs et en mer, il y avait ceux qui avaient échappé à leur propre pays avant qu'ils ne tombent sous l'assaut nazi et qui étaient maintenant impatients de commencer à reprendre leur territoire et probablement obtenir une certaine revanche aussi. Lorsque juin est arrivé, Eisenhower a fixé la date historique pour l'invasion de la Normandie au 5 juin 1944. Dans 20 ports au Royaume-Uni, des hommes et du matériel étaient entassés à bord de navires de troupes prêts à se diriger vers leur point de rendez-vous, désigné Piccadilly Circus au sud-est de l'île de Wight, une attention particulière ayant été accordée à leur protection suite au désastre de l'opération Tiger. L'élément maritime du jour J a été baptisé Opération Neptune, mais malgré le secret entourant toute l'affaire, il était impossible de cacher aux Allemands le vaste mouvement de navires depuis les ports britanniques, ce qui a conduit les Allemands à mener une attaque à l'aide de canons et de torpilleurs. Cette attaque a été repoussée par des navires de guerre alliés surpuissants, mais la menace de nouvelles attaques persistait. Les Alliés ayant désormais une grande expérience des opérations d'assaut amphibies, une grande partie de l'équipement semblait taillé sur mesure pour l'assaut des plages de Normandie. Le Duke AW américain, par exemple, était essentiellement un camion amphibie qui pouvait non seulement apporter des fournitures à la plage, mais surtout les conduire directement là où elles seraient nécessaires. Il pouvait également être équipé de diverses armes lourdes. Bien qu'étant non blindés, ils n'étaient pas des véhicules de combat idéaux. Cependant, un véhicule qu'il était le Churchill AVRE britannique, signifiant « véhicule blindé ingénieur royal ». C'était un châssis de char Churchill de base, mais avec son canon principal remplacé par un mortier à pétard qui tirait une bombe dévastatrice de 40 livres connue sous le nom de poubelle volante. Le Churchill Havre était doué pour détruire les fortifications robustes attendues sur les plages de Normandie, le Churchill de base lui-même ayant également d'excellentes performances en franchissement d'obstacles. L'Avero était l'un des nombreux soi-disant drôles, des chars modifiés pour des objectifs spécifiques en soutien au débarquement. Parmi les autres drôles, on comptait le Sherman nageur, également connu sous le nom de DD ou Tank Donald Canard. C'était un char Sherman équipé d'un écran de flottaison en toile et de propulseurs pour le propulser dans l'eau. Contrairement aux chars conçus dès le départ pour être amphibies, qui devaient souvent sacrifier l'armure ou la puissance de feu pour la flottabilité, une fois le Sherman nageur sur la plage, il pouvait abandonner l'écran de flottaison et il n'était qu'un autre 4 Sherman. Le Sherman nageur a été si réussi qu'il a été utilisé sur les 5 plages de Normandie. Sans oublier l'insistance de Rommel à miner les plages, le Churchill et le Sherman avaient également des variantes de déminage, comme le Crab. Le Crab était un char Sherman équipé d'un rouleau qui faisait tourner de lourdes chaînes dans le sol pour faire exploser les mines en toute sécurité loin du char. Craignant que les véhicules blindés ne s'enlisent sur les plages humides et sablonneuses, des variantes du Churchill étaient équipées d'un rouleau pour déposer un tapis renforcé, créant ainsi une surface sur laquelle il pouvait rouler jusqu'à un terrain plus dur. Ce char est devenu affectueusement connu de ses équipages sous le nom de poseur de tapis. Une invention conçue spécifiquement pour le jour J était le système de port mûrier dont le but était de faciliter et d'accélérer le processus de déchargement, afin que les troupes alliées soient approvisionnées lorsqu'elles avançaient à travers la France, après avoir finalement percé depuis la Normandie. Les ports mûriers seraient remorqués jusqu'en Normandie et assemblés comme un immense puzzle à Omaha et Orr Beach. Alors que de plus en plus d'hommes embarquaient sur leurs navires jusqu'au point de rendez-vous, les nerfs parmi les Alliés commençaient naturellement à s'effilocher. Une cause croissante d'inquiétude était l'apparente dégradation du temps, le seul facteur sur lequel ni les Alliés ni les Allemands n'avaient aucun contrôle.
Des cieux dégagés étaient nécessaires pour que la pleine lune aide à la navigation lors des opérations aériennes, tandis que le besoin d'eau calme lors de la phase maritime était évident. Avec autant de choses reposant sur des conditions météorologiques parfaites pour une invasion aérienne et maritime de la Normandie, Eisenhower a convoqué une réunion de certains de ses officiers, les plus hauts gradés à Maison Southwick, à 415 heures le matin du 4 juin, pour discuter de la situation et de la possibilité qu'il soit nécessaire de retarder l'invasion. En fin de compte, la décision de lancer ou non l'invasion le 5 juin reposait uniquement sur ses épaules. Mais il prendrait cette décision sur la base des prédictions d'un officier de la Royal Air Force, élancé du nom de Group Captain Jack Stagg. Stagg était le chef du service météorologique de l'opération Overlord, et son rôle était d'interpréter les informations qui provenaient des stations météorologiques, des postes d'observation, et même des avions de combat, effectuant des patrouilles météorologiques à travers les îles britanniques. Et ce n'était pas de bonnes nouvelles. Stagg étant un officier non combattant, et ayant un grade équivalent à celui d'un colonel dans l'armée, avait la tâche ingrate de dire à une salle pleine de certains des leaders les plus importants de l'effort de guerre allié que, selon lui, l'invasion devrait être retardée de 24 heures pour permettre une amélioration du temps. Beaucoup de ceux qui étaient présents, comme le maréchal Montgomery, ont raillé la suggestion et ont insisté pour qu'il continue comme prévu le 5e. Ils savaient qu'ils n'avaient qu'une fenêtre de 3 jours pour que la Lune soit dans la bonne phase et que les retards pourraient entraîner le report forcé de l'opération pendant des semaines. Pire encore, pour le cas de Stagg, les météorologues américains, utilisant un système de prévision différent, croyaient qu'un front de haute pression allait repousser le mauvais temps loin des zones d'atterrissage, leur laissant un ciel dégagé le 5 juin, mais Stagg restait inébranlable dans sa recommandation de retarder de 24 heures. Après avoir écouté l'argumentation de Stagg, Eisenhower a accepté à contre-cœur et il a donné l'ordre que l'invasion devait être reportée jusqu'au 6 juin. Stagg serait prouvé correct quand, dans la nuit du 4 juin et le matin du 5 juin, les zones de débarquement ont été fouettées par un temps terrible. Enfin, alors que le temps commençait à s'améliorer le 5 juin 1944, qui avait été la date initiale du jour J, la phase de préparation a commencé. Des dragueurs de mines se sont faufilés jusqu'à la côte normande pour commencer leur travail de déblaiement d'un chemin pour les navires de troupes, tandis qu'une force massive de plus de 1200 avions de combat a commencé à affaiblir les défenses. Tout au long de la nuit, puis pendant le jour J lui-même, la Luftwaffe affaiblie serait surpassée dans les airs par presque 10 contre 1 permettant aux Alliés de contrôler efficacement les cieux, leur permettant de mener des missions de soutien aérien rapprochées. Des avions lance-roquettes comme le Typhon britannique seraient fortement engagés dans l'élimination des fortifications et la destruction des chars. Alors que les troupes alliées réalisaient que c'était le moment, elles se rappelaient les mots d'Eisenhower. Citation. « Votre tâche ne sera pas facile. Votre ennemi est bien formé, bien équipé et aguerri au combat. Il se battra sauvagement. J'ai une totale confiance en votre courage, votre dévouement au devoir et votre compétence au combat. Nos nus n'accepteront rien de moins que la victoire totale. Bonne chance, et que tous implorent la bénédiction du Tout-Puissant sur cette grande et noble entreprise. » Pendant ce temps, loin de l'agitation dans d'innombrables aérodromes au Royaume-Uni, et à bord des vastes flottes de navires dans la Manche dans sa résidence, haut dans les Alpes bavaroises, le Führer Adolf Hitler s'est installé pour une soirée relativement paisible au soi-disant repère du loup. Lui et son entourage d'assistants ont regardé des actualités dans son cinéma privé avant de se retirer dans le salon, où Hitler leur a fait un exposé sur ses pensées du jour. Qu'il s'agisse de guerre, de politique ou de ses vues sur les grands hommes de l'histoire. En repensant à cette soirée, le ministre nazi de la propagande, Joseph Goebbels, a déclaré avant sa mort que la soirée du 5 juin 1944 ressemblait à ce qu'il appelait « le bon vieux temps », alors que le régime nazi était en pleine ascension vers son pouvoir ultime. Goebbels s'est couché plus tôt qu'Hitler, qui avait du mal à dormir, et ce n'est qu'à 3 heures du matin que le Führer est finalement allé se coucher, le sommeil venant grâce à des médicaments. Le renseignement allemand avait déjà des indications que quelque chose de grand se préparait de l'autre côté de la Manche. Mais par crainte de la colère d'Hitler, ses aides ont décidé de ne pas l'informer avant d'avoir plus d'informations. Et ainsi, alors qu'Hitler s'endormait dans un sommeil aidé médicalement, il ignorait qu'une vaste armada d'avions transportant des parachutistes se dirigeait déjà vers la Normandie, ignorant que les rêves d'un Reich millénaire
était sur le point d'être brisé, ignorant que l'histoire était en train de lui passer une corde au cou. Dans les dernières minutes du 5 juin, s'écoulait, dans des bases à travers le Royaume-Uni, une armada aérienne, comme l'histoire n'en avait jamais vu auparavant, commençait à se mobiliser et à décoller dans la nuit. La grande majorité des avions transportant des parachutistes en Normandie étaient des Douglas C-4 Skytrains, plus communément connus sous leur désignation britannique, Dakota. Le C-47 est l'un des véritables grands avions de l'histoire, une variante militaire de l'avion de ligne DC-3. Un avion crédité pour avoir rendu le voyage aérien pratique, les C-47 américains et britanniques finiraient par larguer environ 50 000 parachutistes en Normandie. Ils fourniraient également une ligne de vie logistique vitale, larguant des fournitures aux troupes, jusqu'à ce que des aérodromes puissent être capturés et sécurisés pour qu'ils puissent atterrir, leur conception robuste les rendant idéaux pour entrer et sortir des bases ex-Luftwaffe. Cependant, c'était une tâche dangereuse, même avec l'adoucissement des défenses aériennes. Les avions étaient relativement lents, et lorsqu'il s'agissait de déployer les parachutistes, ils devaient descendre à environ 600 pieds où ils étaient exposés à toutes sortes de tirs anti-aériens. En sautant de l'avion, une ligne statique déployait automatiquement les parachutes des troupes, mais si le parachute échouait ou s'en mêlait, le parachutiste n'aurait que quelques secondes pour libérer ses parachutes d'urgence. Mais avec moins de temps pour ralentir sa descente, cela entraînerait presque certainement un atterrissage plus dur, qui pourrait entraîner une jambe ou une cheville cassée. Si tout se passait bien, cependant, les parachutistes mettaient généralement 35 secondes pour descendre de leur avion, pendant lesquelles ils se sentaient extraordinairement exposés aux tireurs d'élite allemands aux yeux vifs, discernant leur silhouette contre le ciel nocturne derrière eux. Des centaines de leurs parachutés, appelés Rupert et Oscar par les Britanniques et les Américains, ont été largués pour attirer le feu ennemi. Dans l'obscurité, ceux-ci ne pouvaient pas être distingués des vrais parachutistes. Parmi ceux qui ont parachuté en Normandie cette nuit-là, il y avait des éléments des 82e et 101e divisions aéroportées américaines qui se sont vus attribuer divers objectifs sur la péninsule du Cotentin, à l'ouest de la plage américaine, désignée comme Utah. Cependant, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, car les avions ont subi de lourds tirs lors de leur approche des zones de largage, et beaucoup ont été perdus avant et après que leurs troupes aient débarqué. Premier lieutenant Robert P. Mathias du 508e régiment d'infanterie, parachutiste de la 82e, a obtenu la tragique distinction d'être le premier Américain à être tué le jour J, lorsque le C-47 à bord duquel il se trouvait a été touché par des tirs de DCA, le blessant mortellement avant qu'il n'ait eu la chance de sauter avec ses hommes. Dans le chaos, de nombreux parachutistes ont manqué leur zone de largage, souvent de plusieurs kilomètres, et les unités qui ont atterri étaient souvent en désordre. Malgré ces revers, les parachutistes ont combattu farouchement contre les forces allemandes derrière les plages de Normandie, détruisant des canons d'artillerie, perturbant les voies d'approvisionnement et détournant l'attention allemande des débarquements. Cependant, tous les membres des unités aéroportées déployées cette nuit-là ne sont pas entrés sous les auvents des parachutes. Beaucoup sont entrés via des planeurs qui seraient remorqués jusqu'à des points de largage près de leur cible, puis pilotés vers le bas dans CE qui était effectivement un crash contrôlé. Les planeurs avaient l'avantage de pouvoir transporter un équipement plus grand pour les troupes aéroportées, mais ils comportaient aussi toute une série de dangers propres. Ils étaient tout aussi vulnérables aux tirs anti-aériens que leurs homologues motorisés, et les atterrir en toute sécurité était souvent une entreprise délicate qui, si vous vous trompiez, pouvait voir autant de soldats tués ou blessés avant même qu'ils aient eu la chance de se battre. Le cheval de vitesse aérienne britannique était capable de transporter jusqu'à 30 soldats entièrement équipés, ou divers véhicules légers et canons de campagne. Pourtant, malgré sa taille et l'absence de centrale électrique, c'était un avion étonnamment agile en volume. Étant donné qu'il était très peu probable qu'un nombre significatif survive à leur premier volume dans la bataille, le Horser a été fabriqué en bois, ce qui a aidé à soulager la tension sur la chaîne d'approvisionnement pour les métaux stratégiques. Le Hammerklar était un autre grand planeur, conçu principalement pour transporter des chars légers, des canons de campagne de 17 livres ou un grand nombre de fournitures en un seul volume. Bien qu'il s'agisse d'un design américain, il a été utilisé uniquement par les Britanniques et a été conçu autour des spécifications définies par Winston Churchill lui-même en 1941. C'était cependant le Waco CG-4
qui était le planeur le plus significatif numériquement de la guerre. Le 4-4, connu sous le nom de Hadrien dans le service britannique, était plus petit que le Horser, ne pouvant transporter que soit 13 troupes prêtes au combat avec équipement, une seule Jeep ou un seul obusier de 75 mm. Mais sa taille plus petite lui donnait l'avantage de pouvoir atterrir dans des zones plus serrées, augmentant ainsi considérablement le nombre de sites d'atterrissage potentiels. Doté d'un fuselage tubulaire soudé avec une toile recouvrant les ailes, revêtu de contreplaqué minces, le CG-4 avait également d'autres avantages. La zone de chargement, par exemple, était rendue plus facilement accessible grâce au nez et au cockpit monté sur une charnière, permettant de les faire pivoter vers le haut, exposant ainsi toute la zone de chargement. En raison de la nature souvent violente des atterrissages de planeurs, un câble de sécurité a également été installé, conçu pour être attaché à tout véhicule transporté à l'intérieur de la zone de chargement. Si le véhicule se détachait lors de l'impact du planeur avec le sol et glissait vers l'avant en direction du cockpit, le câble soulèverait le cockpit articulé vers la position de déchargement, sauvant ainsi les pilotes d'être écrasés par leur propre cargaison. La 6e division aéroportée britannique a fait un usage intensif des planeurs pour capturer les ponts sur la rivière Orne et le canal de Caen. Après avoir pris les ponts relativement rapidement, ils ont dû s'enterrer et se battre bec et ongles pour les garder jusqu'à ce que les renforts puissent arriver. De toutes les plages du jour J, la bande de 10 miles désignée comme Omaha était de loin la plus lourdement défendue, et donc la plage a été frappée par une force de bombardiers lourds avant que le débarquement n'ait lieu. Cependant, les bombardiers ont dû faire face à d'épais nuages qui recouvrèrent la zone, et ils ont donc dû bombarder efficacement à l'aveugle. Préoccupés par le fait que leurs armes pourraient dévier en mer et frapper l'armada alliée, les équipages ont été trop prudents dans leur visée, et beaucoup de bombes ont manqué leur cible, tombant plutôt à l'intérieur des terres sur la campagne française. Un obstacle particulièrement préoccupant pour les deux plages américaines était une batterie de canons située à la pointe du Hoc, une falaise de 30 mètres de haut qui offrait un large arc de tir sur les zones environnantes, y compris les plages où des milliers d'Américains allaient débarquer aux premières heures. Par conséquent, avant l'arrivée de la force principale, 225 hommes du 2e bataillon de Rangers, commandé par le lieutenant-colonel James Rodder, ont reçu la tâche ingrate d'escalader les falaises avec des cordes et des échelles dans le but de détruire la batterie de canons. Les Rangers ont approché dans 12 embarcations de débarquement et 2 camions amphibies des Royaumes-Unis, mais ont subi de lourds tirs à mesure qu'ils se rapprochèrent de la plage. Un bateau de débarquement a été perdu avec tous ses passagers sauf un. Ils ont ensuite commencé à placer les échelles de 100 pieds de long empruntées à la brigade des pompiers de Londres contre les falaises et ont commencé à les escalader, tout en continuant à subir de lourds tirs de mitrailleuses et de mortiers ennemis. Avec le soutien des navires de guerre alliés, les Rangers ont atteint le sommet de la falaise où ils ont découvert que leur cible prévue, les canons de campagne, avait été déplacés. Les Rangers ont finalement localisé les armes, laissées sans surveillance dans un verger à plus d'un demi-kilomètre au sud, et ont procédé à leur destruction. Leur mission était accomplie, mais maintenant les Rangers devaient faire face à de lourds combats avec les Allemands pendant les 24 heures suivantes, jusqu'à ce qu'ils soient relevés par des renforts supplémentaires, moment auquel ils avaient perdu 77 hommes et 152 étaient blessés. Si les rives bien protégées par les artilleurs allemands ne suffisaient pas, la plage était également protégée par une multitude d'obstacles, naturels et artificiels, que les engins de débarquement devraient naviguer, une tâche difficile rendue pire par des vents incroyablement puissants qui ont dévié plus d'un engin de débarquement à plat bord hors de sa trajectoire. À 630 heures, la première vague composée d'hommes des 1e et 29e divisions d'infanterie a effectué leur débarquement au milieu de CE qui devait sembler être un mur impénétrable de balles. Entre les engins de débarquement et les positions de couverture face aux Allemands, gisaient les corps des soldats américains tombés. Les corps des troupes américaines ont rapidement commencé à joncher les sables, les fils barbelés et les obstacles fixes ralentissant l'avancée américaine, permettant aux mitrailleuses allemandes de les arroser. Il y avait tellement de morts sur Omaha Beach dans les premiers rounds de l'invasion que lorsque des embarcations de débarquement ont été vues quittant à nouveau la plage, les Allemands ont dit par erreur à leur commandant, le général Dietrich Kreiss, que les troupes américaines avaient été repoussées. Kreiss a alors ordonné à de nombreuses troupes gardant Omaha de se déplacer pour repousser les forces britanniques à Orr Beach. C'était une erreur majeure,
car l'embarcation de débarquement retournait simplement vers les navires pour récupérer plus de troupes américaines à lancer contre les défenses allemandes. Pourtant, malgré cela, même avec l'aide des ingénieurs de combat qui détruisaient les défenses fixes, les navires de guerre fournissant un soutien de feu et les chars débarqués pour soutenir les assauts contre les défenseurs, les troupes américaines n'ont pas réussi à sécuriser leur tête de pont et à se joindre aux forces britanniques de Orr Beach le jour J lui-même. Cependant, ils ont réussi à sécuriser 2 points forts sur la plage d'où, dans les jours suivants, ils ont pu débarquer des hommes et des fournitures et enfin déloger les défenseurs allemands, sécurisant la plage et se joignant aux unités alliées des autres plages. Un certain nombre de journalistes ont accompagné les troupes à terre pour rapporter ce qu'ils ont vu. Parmi eux se trouvait une jeune femme déterminée et motivée nommée Martha Gellhorn. Épouse de l'auteur, Ernest Hemingway Gellhorn n'était en réalité pas autorisée à rapporter sur les débarquements. Et donc, dans un geste plutôt audacieux, elle s'est cachée à bord d'un navire hôpital. Puis, elle s'est fait passer pour un brancardier afin de rejoindre les équipes médicales qui se rendaient à terre pour récupérer les blessés. Compte tenu du chaos des événements dramatiques qui se déroulaient autour d'elle, elle a réussi à mener à bien cette tromperie et est devenue la seule femme à débarquer en Normandie le jour J, lui permettant de donner un compte-rendu direct de la scène. Son article publié dans le magazine Collier se lit comme suit « Tout le monde était violemment occupé sur cette rive bondée et dangereuse. Les galets étaient de la taille de pommes et profonds de pieds, et nous avons trébuché sur une route qu'une énorme pelle routière creusait. Nos nus avons marché avec le plus grand soin entre les lignes de ruban blanc étroitement placées qui marquent le chemin déminé, et nous nous sommes dirigés vers une tente marquée d'une croix rouge. Tout le monde était d'accord pour dire que la plage était une véritable galère et que ce serait un grand plaisir de se tirer d'ici à un moment donné. » Lors de la planification du jour J, Utah Beach a été la dernière à être sélectionnée, et elle s'étendait sur plus de 17 km de littoral, ce qui en faisait la plus grande plage touchée le 6 juin. En tant que plage la plus à l'ouest, l'objectif principal de l'établissement d'une tête de pont à Utah était de donner aux Alliés un emplacement approprié pour préparer une attaque sur la ville portuaire stratégique de Cherbourg, à environ 56 km de distance. L'assaut de la plage a été mené par le 7e corps américain qui a rencontré une résistance relativement légère comparée aux horreurs d'Omaha. La principale position défensive allemande était composée d'une seule pièce d'artillerie puissante de 88 mm qui a été rapidement détruite et les défenseurs allemands qui la maniaient se sont rendus. En moins de 3 heures après le début de l'assaut, les 3 principales entrées de la plage avaient été sécurisées, permettant à 20 000 soldats et 1 700 véhicules de traverser Utah Beach le jour J. Day. Parmi ceux qui se battaient sur Utah Beach se trouvait le brigadier général Theodore Roosevelt Jr., le fils aîné de l'ancien président américain Theodore Roosevelt. Le brigadier général Roosevelt servait dans la 4e division d'infanterie lorsqu'elle a débarqué sur Utah Beach allant à terre avec 16 hommes malgré son grade et son âge. Âgé de 56 ans, il était le soldat allié le plus âgé sur le front. Roosevelt a pris le commandement de presque tous les aspects des opérations de sa division, ce jour-là, lui permettant de répondre directement aux nombreux problèmes qui ont émergé. On a même rapporté que dans certains cas, il dirigeait des camions et des chars comme un agent de circulation, tout en essuyant personnellement des tirs ennemis, tout en partageant de la poésie et des anecdotes amusantes avec les soldats effrayés sous son commandement. Pour sa bravoure, il a été recommandé pour la croix de service distingué. Tragiquement, cependant, un peu plus d'1 mois plus tard, le 12 juillet, il est décédé d'une crise cardiaque. La recommandation a ensuite été rehaussée à la médaille d'honneur, la plus haute distinction de bravoure aux États-Unis décernée à titre posthume. Sa citation disait, je cite, « Bien que l'ennemi ait constamment bombardé la plage, le général de brigade Roosevelt s'est déplacé d'un endroit à un autre, rassemblant des hommes autour de lui, les dirigeant et les menant personnellement contre l'ennemi. Sous son leadership aguerri, précis, calme et inébranlable, les troupes d'assaut ont réduit les points forts de la plage et se sont rapidement déplacées à l'intérieur des terres avec un minimum de pertes. Il a ainsi contribué de manière substantielle à l'établissement réussi de la tête de pont en France, coincée entre Omaha Beach à l'ouest et Juneau à l'est. Orr Beach était une étendue de littoral de 10 miles, destinée principalement aux assauts de la 50e division d'infanterie du Northumberland britannique et du 47e commando royal des Marines. Et leur objectif principal était de capturer la ville portuaire d'Arromanches,
qui avait été choisi comme site idéal pour la construction d'un port artificiel mûrier. Attendant les Britanniques à Orr Beach, se trouvaient des éléments de la 716 division d'infanterie de la Wehrmacht, qui comprenait une grande proportion d'Ostrupen, de Pologne et de Russes, qui avaient été conscrits pour servir dans l'armée allemande. De plus, la plage était protégée par une batterie de 4 canons de 155 mm positionnés à environ un demi-mile à l'intérieur des terres. Les Britanniques ont débarqué 1 heure après les Américains à Utah et Omaha, en raison de la marée à Orr Beach. Malheureusement pour les Britanniques, un vent inattendu du nord-ouest a fait que de nombreux obstacles sous-marins et mines posés par les Allemands sont restés submergés lorsque les engins de débarquement britanniques ont commencé à prendre d'assaut la plage. Incapables de tous les identifier, les forces britanniques ont subi la perte d'une vingtaine d'engins de débarquement avant de pouvoir amener leurs troupes et leur matériel à terre. En raison du temps, les Sherman nageurs ont dû être rapprochés du rivage avant de pouvoir être mis à l'eau, suivis plus tard par les Churchill AVR. Mais à midi, ils étaient pleinement engagés à chasser les troupes de la Wehrmacht de leur position. Cependant, ils continueraient à subir des tirs d'artillerie lourds du point fort de Le Hamel jusqu'en milieu d'après-midi, lorsque les AVR ont détruit la fortification qui les protégeait. En fin de journée, les forces britanniques avaient avancé, sécurisé la tête de pont et commencé la construction du quai mûrier, mais cela s'est fait au prix de 400 victimes britanniques. Avec seulement 2 miles de long, la plage de Juno était la plus petite des plages du jour J, étant positionnée entre Orr et Épée à l'ouest et à l'est respectivement, et était l'objectif de la 3e division d'infanterie canadienne, la 2e brigade blindée canadienne et le non-britannique. 48 Commando. La petite taille de la plage n'a fait qu'exacerber les craintes des planificateurs alliés concernant un récif dans les eaux menant à la plage, nécessitant que les débarquements commencent à 745 heures lorsque la marée était à son plus haut, réduisant ainsi le risque pour les embarcations de débarquement. Cependant, il s'est avéré que ce ne seraient pas les obstacles naturels qui ravageraient les Canadiens, mais plutôt les mines allemandes jonchant la côte. Un effrayant tiers de toutes les embarcations de débarquement ont heurté des mines en avançant vers la plage, où le 736e régiment de la 716 division d'infanterie allemande, plus le 430 bataillon Ost de l'Estonie, composé à nouveau de Russes et de Pologne, les attendaient. Les défenseurs ont mené une bataille sanglante et brutale pour chasser les Canadiens de la plage, mais les Canadiens ont obstinément refusé de laisser la plage se transformer en un autre Dieppe, et ils ont maintenu la pression, forçant finalement les Allemands à se retirer. À la fin de la journée, environ 20 et 1400 troupes avaient débarqué à Juno, et les Canadiens avaient poussé plus loin à l'intérieur des terres que quiconque lors des débarquements du jour J, capturant un aérodrome à Carpiquet. Cependant, cela avait coûté aux Canadiens 946 pertes, dont 340 ont été tués lorsque leur bateau de débarquement a heurté des mines dans la première heure de l'invasion. L'un de ceux qui servait sur la plage de Juno. Ce jour-là était un jeune officier canadien nommé Jacques Duhan, qui deviendra plus tard mondialement célèbre, en interprétant le personnage emblématique de Scotty dans la série télévisée et les films Star Trek. Duhan était un lieutenant commissionné avec le 14e régiment d'artillerie de campagne de la 3e division d'infanterie canadienne, et lors du jour J, il avait pour mission de mener ses hommes à travers un champ jonché de mines anti-chars afin de capturer une position allemande, Duhan tuant 2 tireurs d'élite allemands dans le processus. Vers 1120 heures, pendant une accalmie dans les combats, il s'arrêta pour fumer une cigarette avant de retourner vers ses hommes, lorsqu'un mitrailleur canadien terrifié ouvrit le feu sur lui, le prenant pour un Allemand. Il a été touché 6 fois, 4 dans la jambe, 1 dans la poitrine, et 1 qui lui a arraché le majeur droit. Dans un récit classique de chance en temps de guerre, sa vie a été sauvée par la boîte à cigarettes en métal qu'il portait dans sa poche de poitrine, qui a absorbé le tir visant sa poitrine, qui l'aurait presque certainement tué. Lors du tournage de Star Trek, des efforts ont été faits pour cacher le doigt perdu de l'acteur lors du débarquement, en utilisant une doublure de main pour les plans rapprochés. Épée était la plage la plus à l'est le jour du débarquement, et avant la guerre, c'était une destination touristique populaire, avec de nombreuses maisons d'été parsemant le littoral. Beaucoup de ces maisons avaient été détruites par les défenseurs allemands pour améliorer leur champ de tir,
tandis que d'autres avaient été renforcés et transformés en bunkers de fortune, avec un fossé anti-char creusé derrière le mur de la mer. La plage était également défendue par 2 positions d'artillerie de campagne, avec des canons de 75 mm basés à Merville et des canons de 155 mm plus puissants au Le Havre, et ceux-ci ont reçu une attention particulière des avions alliés et des parachutistes pour les empêcher d'interférer dans les débarquements. À partir de 7h25, lorsque la marée était favorable, Épée a été assailli par la 3e division de l'armée britannique, soutenue par la 27e brigade blindée et des contingents de commandos britanniques et français libres. L'objectif principal des forces débarquant sur Épée Beach était de capturer une série de ponts importants à 5,5 km à l'intérieur des terres, sur la rivière Horn et le canal de Caen. Ces ponts étaient tenus par les forces aéroportées britanniques, tandis que les commandos devaient se battre pour se frayer un chemin vers l'ouest pour rejoindre les forces canadiennes de plage Juno. Cependant, une fois débarqués sur les plages, la progression ultérieure a été lente, en partie grâce à la forte congestion des forces alliées écrasées dans les rues étroites et les routes secondaires des villes côtières françaises, et à la résistance acharnée des Allemands de la ville de Wisterhammer. Au cours de la journée, il est devenu évident que tout espoir de liaison avec les Canadiens avant la tombée de la nuit avait été anéanti, lorsque, à l'horreur des Britanniques, ils se sont retrouvés sous l'attaque de la 21e division Panzer. Ces équipages de panzer allemands qualifiés ont lancé de puissantes attaques sur les Britanniques, y compris les hommes qui tenaient le pont sur la rivière Horn, et aidant à les empêcher de se lier avec les Canadiens à Juno, mais leur efficacité a été entravée par des perturbations dans leur chaîne de commandement et une puissance aérienne écrasante contre eux. Alors que les planeurs alliés atterrissaient à proximité de leur position en fin de soirée, les équipages de panzer craignaient d'être submergés. Ils se sont retirés, sans savoir que les planeurs avaient en réalité manqué leur zone d'atterrissage désignée et y avaient atterri purement par erreur. En mer, 3 bateaux allemands, bateaux de la 5e escadrille de torpilles, ont quitté leurs amarres et se sont précipités pour attaquer les nombreux navires alliés soutenant le débarquement, espérant peut-être répéter le carnage qu'ils avaient infligé lors de l'opération Tigre. Les bateaux sont arrivés au large de Épée Beach pour trouver la scène largement obscurcie par un écran de fumée, les forçant à se rapprocher. Émergeant de la fumée, ils ont été confrontés à la vue impressionnante de centaines de navires alliés, allant de petits bateaux de débarquement à d'énormes cuirassés. Ils ont lancé 18 torpilles dans la force alliée, mais n'ont réussi à couler qu'un destroyer norvégien libre, le Svenner, avant d'être forcés de battre en retraite. C'était la fin de l'interférence navale allemande le jour J, car la puissance aérienne alliée était si écrasante que mettre des navires de guerre ou des sous-marins en mer en plein jour était pratiquement suicidaire. Cependant, les marins allemands ont continué le combat en maniant des canons côtiers aux côtés de leurs camarades de la Wehrmacht. Quant à la force aérienne allemande, quelques sorties ont été ordonnées contre les navires soutenant les débarquements et les plages, l'incident le plus notable étant peut-être lorsque 2 chasseurs Focke-Wulf FW 190 ont piqué et mitraillé les troupes britanniques à Épée Beach. Des Stuka à 2 moteurs ont exécuté des attaques désespérées de jour, mais ont été brutalement attaqués par des chasseurs alliés à chaque étape. Au cours de la journée, 28 500 hommes ont traversé Épée Beach, mais dans la campagne difficile pour la capturer, ils ont subi 683 pertes. Les forces britanniques et françaises finiraient par rejoindre les Canadiens de Juno le lendemain. Pourtant, malgré les horreurs que les troupes voyaient, beaucoup d'entre eux n'étaient que de jeunes hommes à peine au début de leur vie d'adulte. Il semble que l'ancien esprit de persévérance n'avait pas été une victime ce jour-là. Comme l'a dit David Professeur, un membre de l'unité de plage Royal Air Force 71, lentement, nous avons surmonté tous les cauchemars. Il n'y avait pas de manque d'humour. Un soldat arrivant à la plage a demandé « Est-ce une plage privée ?» « On m'a promis une plage privée. »« Si ce n'est pas ainsi, je ne reste pas. » Et nous avons entendu « Ma mère m'a dit de ne pas voyager par avion. » Elle pensait que c'était beaucoup plus sûr par mer. La première réponse allemande au jour J était une confusion sur quoi faire. La structure hiérarchique stricte de l'Allemagne reposait sur les ordres du Führer qui dormait encore lors du débarquement allié sur les plages. La situation était encore quelque peu confuse pour le haut commandement allemand, et ayant longtemps cru que tout débarquement loin de Calais était une diversion, ils se disputaient sur la question de savoir s'il fallait ou non réveiller Hitler jusqu'à ce qu'ils en sachent plus sur ce qui se passait réellement. Ce ne serait pas avant environ 10 heures avec l'arrivée d'Albert Speer, le ministre allemand de l'armement,
que Hitler serait finalement réveillé. Selon l'auteur et historien Stephen Ambrose, qui a écrit l'épopée Band of Brothers, la réaction de Hitler a été plutôt inattendue. Prononçant les mots « Les nouvelles ne pourraient pas être meilleures ». Goebbels a également noté que la nouvelle de l'invasion semblait lui apporter un soulagement. Comme s'il pouvait enfin poursuivre la guerre à l'ouest, Hitler était à la fois extrêmement confiant en ses hommes en Normandie pour repousser les Alliés, et il restait convaincu que Calais était l'endroit où la véritable invasion aurait lieu dans les prochains jours. Maintenant que le haut commandement allemand était éveillé, Hitler a commencé à organiser sa réponse. L'une de ses premières actions a été de libérer à contre-cœur 2 divisions de panzer en réserve près de Paris pour être envoyées en Normandie. Cependant, on lui a dit que la puissance aérienne alliée sur la Normandie et les zones environnantes étaient si intenses qu'il devrait attendre la tombée de la nuit pour bouger, de peur qu'il ne soit détruit sur les routes par les bombardiers de chasse alliés. Ce retard crucial a joué en faveur des Alliés qui, à la tombée de la nuit, étaient déjà en train de pousser au-delà des plages. Incroyablement, malgré l'énormité de ce qui se passait en Normandie, Hitler a quand même pris le temps l'après-midi d'assister à une réception pour le nouveau ministre des Affaires étrangères autrichien à Salzbourg, laissant peut-être supposer qu'il n'a pas pleinement saisi la réalité de ce qui se passait en France. Alors que l'obscurité tombait dans les dernières heures du 6 juin, les sous-marins allemands se sont finalement aventurés en mer dans le but de perturber les opérations de débarquement. Même avec la couverture de l'obscurité, la peur d'une attaque aérienne était toujours présente, car les avions de guerre alliés utilisaient désormais le radar pour les détecter à la surface. Cependant, ils n'arrivèrent que dans les heures de jour du 7 juin permettant aux forces aériennes et maritimes alliées de fondre sur eux, les attaquant pendant qu'ils rechargeaient leurs batteries à la surface. 2 sous-marins furent coulés et 4 autres gravement endommagés, forçant la marine allemande à abandonner toute attaque avec des sous-marins non encore équipés de schnorkel, qui leur permettraient de faire fonctionner leurs moteurs diesel en étant immergés. Les seuls sous-marins équipés de schnorkels étaient basés dans le sud, dans le golfe de Gascogne et dans le nord de la Norvège, pour mieux leur permettre d'attaquer les convois en provenance des États-Unis, et il leur faudrait jusqu'à la mi-juin pour percer les denses forces anti-sous-marines alliées disposées contre eux, moment auquel la force d'invasion était retranchée et se frayait un chemin en France. La résistance allemande est restée forte autour des têtes de pont de Normandie pendant plusieurs jours après. Et même lorsque les troupes alliées ont commencé à se déplacer, des poches de résistance allemande sont restées, même lorsqu'elles ont été encerclées par la force d'invasion alliée. Une unité allemande occupant un bunker situé entre les plages Épée et Junot, qui abritait une installation radar, a résisté pendant 12 jours stupéfiants après le jour J, malgré le fait qu'ils se trouvaient bien derrière les lignes alliées à ce moment-là. Après avoir établi leur tête de pont, au cours de l'été, la force alliée s'est développée et est devenue plus puissante. Finalement, elle éclaterait vers l'extérieur et se précipiterait à travers l'Europe, repoussant l'armée d'Hitler alors que l'Allemagne nazie était étouffée à mort par l'assaut allié. 11 mois et 1 jour après le jour, l'Allemagne s'est rendue et la guerre en Europe était terminée. En repensant au 6 juin et aux jours qui ont suivi, nous avons tendance à prendre pour acquis le succès du débarquement du jour J. Ils sont commémorés en Occident, particulièrement aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, comme parmi les jours les plus glorieux où la plus grande génération a relevé le défi. Malheureusement, comme beaucoup de batailles tout au long de l'histoire, le jour J a été romantisé de telle manière qu'on en oublie l'horrible réalité de ce qui s'est passé. Il est facile de citer des chiffres de pertes humaines pour mesurer le coût de ce qui s'est réellement passé, mais la bataille de Normandie a sans doute marqué la vie de centaines de milliers de personnes qui, bien qu'ayant survécu, ont dû vivre avec les souvenirs de l'horreur qu'ils ont vue. Et peut-être est-ce vraiment pour eux que lorsque nous célébrons leur victoire chaque année le 6 juin, nous reconnaissons le prix qu'ils ont payé pour la liberté en Europe. C'est parce que nous jouissons de ces libertés maintenant, au XXIe siècle, qui nous ont été accordées par ces incroyables soldats, que probablement plus que toute autre opération militaire dans l'histoire, le jour J nous a laissé nous poser de nombreuses questions qui commencent par les mots « et si ». Et si les forces navales allemandes avaient répété leur succès lors de l'opération Tiger sur les navires de débarquement? Et si Eisenhower avait ignoré la recommandation de Stagg de retarder et que les débarquements du jour J avaient eu lieu malgré le mauvais temps du 5 juin? Et si Hitler avait écouté Rommel et placé des chars plus près des plages? Avant le jour J, et si pour une raison parmi 1 million le jour J avait échoué? Et alors? Peut-être des bombes atomiques larguées en Europe,
Ou peut-être une Europe qui terminerait la guerre entièrement sous le contrôle de l'Empire soviétique.